plonge dans l'art de la nuance, là où les pensées s'entremêlent. Des teintes subtiles à découvrir, Nuance, c'est ton rendez-vous avec la réflexion. Un balado par et pour les jeunes adultes, à l'intérieur duquel des conversations nuancées en matière de diversité et d'inclusion prennent place. Le balado Nuance, c'est différentes perspectives et les subtilités qui les accompagnent. C'est une balade auditive dans la complexité des idées, une réflexion profonde et un dialogue ouvert invitant les auditeurs à élargir leurs horizons. Dans cet épisode du balado Nuance, je discute avec Elsa des mythes entourant le trauma complexe. Elsa est détentrice d'un baccalauréat et d'une maîtrise en psychologie de l'Université Laval. Ses études l'ont amenée à s'intéresser au soutien des fonctions exécutives des enfants d'âge préscolaire au regard du trauma complexe, selon une approche sensible au trauma. Plus précisément, ses intérêts pratiques et de recherche s'attardent aux fonctions exécutives, aux enjeux d'attachement et à la qualité de la relation adulte-enfant et du soutien émotionnel sous l'angle du trauma complexe. Elle est chargée d'enseignement ainsi que superviseure de stage à l'Université Laval. Elle travaille également au Centre de pédiatrie sociale de Québec, où elle œuvre auprès de familles avec des enfants de 0 à 12 ans. En tant que doctorante, elle s'insère dans l'équipe de recherche qualité des contextes éducatifs de la petite enfance, ainsi que dans la chaire de recherche en neurosciences cognitives pour l'éducation dès la petite enfance. Bonjour Elsa, merci d'avoir accepté notre invitation puis de prendre de ton temps pour cette discussion nuancée sur le trauma. Bonjour Ariane, merci d'avoir pensé à moi là, pour qu'on puisse faire cet échange aujourd'hui ensemble. Donc, avant d'aller plus loin, dis-nous, qu'est-ce que c'est le trauma complexe? Je pense qu'on entend souvent différents types de traumas, comme le trauma psychologique, le trauma post-traumatique, le fameux PTSD, celui-là, on l'entend particulièrement souvent. Peux-tu nous aider un peu à démêler tout ça, là? En effet, je vais faire de mon mieux. Je débuterai en disant que, étymologiquement parlant, le terme trauma va signifier blessure. C'est sûr qu'on va regarder dans une lunette peut-être plus psychologique, là, en ce sens-là, considérant qu'on n'est pas dans l'aspect médical de la chose. Mais en psychologie, le terme trauma va vraiment être défini comme un dommage ou temporaire, ou voire même permanent, qui est davantage engendré par une situation de stress, on va dire, extrême. OK. C'est quand même assez récent, en fait, la recherche sur les traumas psychologiques. En fait, là, on va dire que c'est depuis peut-être la deuxième partie du 20e siècle là, qu'on en parle. Puis c'est apparu davantage des premiers travaux au regard du stress, mais des vétérans, les gens qui ont fait la guerre, même les génocides également. Fait que de là, peut-être, on peut tout de suite embarquer aux fameux troubles de stress post-traumatique. Ouais. Peut-être aussi de le dire là, tout de suite là, d'emblée, au sens que je vais utiliser beaucoup de termes, stress post-traumatique, état de stress post-traumatique, tu l'as dit tout à l'heure, PTSD, le fameux terme plus anglophone. Je vais parler de trauma complexe, traumatisme complexe, trauma interpersonnel. En fait, c'est tous des termes qui, selon là, le registre où je m'en vais, sont interchangeables. Alors, qui demeurent là, vraisemblablement, on peut dire des synonymes, là, si on veut bien. Qui plus est, habituellement, je débute toujours en disant aussi que c'est des sujets quand même plus sensibles, délicats. Et que je vais faire attention aussi peut-être à nos auditeurs là, je vais nommer les choses, mais il demeure là, ça me préoccupe toujours de dire que c'est un sujet quand même assez délicat là, quand on parle de trauma. Bien, c'est bien que tu le nommes. Je pense que c'est ce à quoi sert Nuance, d'avoir ces discussions-là tout en bienveillance, évidemment. Génial. Fait, ça nous amène un petit peu, comme je le disais, au sens qu'un trauma psychologique, souvent, ça a été davantage, là, j'ai goût de dire, avancé au regard là, des vétérans, de la guerre et tout ça. Fait que le trouble de stress post-traumatique, c'est vraiment présenté comme un trouble de santé mentale pouvant se développer chez certaines personnes. C'est vraiment des personnes qui ont été exposées à des événements qu'on va dire particulièrement stressants, puis on va dire même hors des expériences plus usuelles, dites entre parenthèses normales. Je donne un exemple du fait que, je sais pas, moi je tombe à vélo, quand même usuel, peut-être oui je vais avoir un stress là dans l'immédiat, mais il demeure là qu'au long cours, au long terme, il y aura pas nécessairement de répercussions là qui va perdurer dans le temps. Fait que nécessairement on parle vraiment que il y a une certaine, il y a une symptomatologie au regard de ça. Ça s'inscrit dans vraiment un diagnostic. Fait qu'il y a des critères qu'il faut répondre, une liste de critères pour dire qu'il y a vraiment un trouble de santé mentale qui est davantage du recours du trouble de stress post-traumatique. Mais cela étant là, on peut pas commencer là à dire que tout le monde a un stress post-traumatique, par exemple, juste parce qu'il tombe en vélo. Là. Fait, évidemment. Okay. Une petite nuance au regard de ça. Fait que je pense pas qu'aujourd'hui, c'est le fait d'aller trop en profondeur avec qu'est-ce que le trouble de stress post-traumatique.
Mais ça nous amène quand même à dire que ça fait pas si longtemps non plus là, que c'est répertorié, voire là, que c'est identifié là, dans la littérature. Ça semble un peu en conjointure, si je peux dire, avec pas l'intérêt, mais l'importance qu'on accorde à la santé mentale, puis le fait de se pencher sur ça, justement. Trauma, on le connaît bien, le trauma physique, là, un accident de la route qui va causer tel ou tel trauma, comme tu le disais tout à l'heure, dans le domaine plus médical. Mais là, on est dans ce qui est psychologie, puis on sait souvent, c'est tabou, on n'en parle pas assez. Donc, ça fait du sens, finalement, que ça fasse seulement peu de temps qu'on aborde toute cette notion-là. Là. Tout à fait. Puis ça se dégage aussi par rapport au fait qu'on a vu qu'il y avait des conséquences, des répercussions au regard là, des traumas, qu'elles soient physiques ou voire même psychologiques, émotionnels. Fait que ça a contribué à l'importance de mettre de l'avant que les traumatismes, les événements extrêmement stressants puissent venir occasionner là, certains défis, certaines difficultés, là, voire d'adaptation là, dans la vie là, de certaines personnes. Mm-hmm. Et que ça m'amène peut-être à aller dans le trauma complexe. Allons-y. Notre fameux terme, là, peut-être, là, qui est davantage là, mon champ. En fait, c'est intéressant si on reprend un peu plus là, notre fil conducteur avec le trouble de stress post-traumatique. En fait, c'est vraiment dans les années plus 1990, j'ai le goût de dire là, qu'il y a des études qui se sont penchées sur le trouble de stress post-traumatique, mais auprès des enfants. OK. Fait que, il y a plusieurs études qui ont permis d'observer, entre autres, que les enfants qui avaient vécu des abus, on peut parler d'abus physiques, d'abus sexuels, avaient un risque plus accru de développer un état de stress post-traumatique. Mais au regard de ça, nécessairement, plusieurs chercheurs se sont penchés sur ces conclusions-là, entre guillemets, ou du moins l'ont investigué. Puis ce qu'ils se sont aperçus, c'est que le trouble de stress post-traumatique, c'est insuffisant pour tenir compte de tout l'ensemble des difficultés que les enfants qui ont vécu des mauvais traitements pouvaient rencontrer, voir qu'il y a une complexité que le trouble de stress post-traumatique vient pas énoncer auprès vraiment des enfants. Fait que, d'une part, il y avait un consensus sur le caractère traumatique, mais d'autre part, là, ça dit que nécessairement, il y avait une multitude d'autres éléments qui n'étaient pas considérés dans le trouble de stress post-traumatique qui pouvaient, à toute mesure, pas s'appliquer pour les enfants. Fait que c'est pour ça un petit peu là, que là, plusieurs chercheurs là, ont poussé la réflexion, puis au sens que on dit que le trouble de stress post-traumatique n'était pas un diagnostic. En fait, c'était un diagnostic incomplet pour desservir là, ce que les enfants, avec, par exemple, vécu des mauvais traitements, pouvaient avoir comme diagnostic. De là, un peu, finalement, la nécessité d'entrevoir une autre manière d'aborder le trauma, puis ce qui fait peut-être en sorte qu'on est arrivé avec le concept de trauma complexe. En effet. Si on définit davantage le trauma complexe, là, vous allez voir, je vais parler chez les enfants et les adolescents. Okay. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, on va venir à dire que quand on parle de trauma complexe, ça se passe vraiment dans une période de vulnérabilité du développement. Okay. Quand on parle de petite enfance, adolescence. Beaucoup, là, je vais employer enfants et adolescents. Avec les traumas complexes chez les enfants, les ados, ça va impliquer une exposition à de multiples événements traumatiques qu'on va dire interpersonnels. Élément très important là, lorsqu'on parle de trauma complexe, souvent on va traduire ça par des traumas interpersonnels parce que ça se produit souvent, plus souvent qu'autrement, dans un contexte de relation de soins. Fait qu'avec le donneur de soins principal du parent, sans nécessairement que ce soit le parent qui abuse, qui néglige, mais peut aussi le parent qui rejette, abandonne ou voire n'a pas été en mesure de protéger l'enfant, l'adolescent là, des événements le plus traumatiques. Fait ces événements traumatiques-là, ils vont impliquer généralement un ou plusieurs types de mauvais traitements. On parle souvent de maltraitance, avec abus physiques, abus sexuels, abus émotionnels, de la négligence aussi, que ce soit pas nécessairement juste physique, là, mais ça peut être aussi psychologique. L'exposition aussi même voir à la violence conjugale, c'est davantage là, mis là, de l'avant dans la littérature. Puis c'est davantage des événements qui sont, on va dire, récurrents, qui sont chroniques. Okay. Qui sont aussi, voire simultanés, séquentiels, là, nécessairement avec d'autres expositions concomitantes là, dans l'environnement. Avec autant des conditions sociales plus arides, plus difficiles, ou un environnement plus, on va dire, nocif, plus toxique là, pour l'enfant, pour les adolescents.
évoques quand même une variété de facteurs. Finalement, ça prend pas racine dans un seul événement en particulier, mais ça peut grandement différer d'un enfant à l'autre, là. Tout à fait, puis ça s'inscrit vraiment dans, c'est ça, la trajectoire développementale de l'enfant. Fait que là, c'est sûr qu'on mise davantage sur les facteurs de risque. Évidemment qu'il y a des facteurs de protection dans ce sens-là, mais oui, là, ça peut être une multitude là, d'éléments, de facteurs là, qui vient engendrer, voire alimenter, là, je vais dire, là, les traumatismes. Ce qui était vraiment intéressant par rapport au trauma complexe, puis qui vient vraiment se différencier du trouble de stress post-traumatique, c'est que le trauma complexe, il va revêtir, on appelle une double réalité. OK. Fait que d'une part, celle de l'exposition plus répétée, prolongée à des événements traumatiques de nature, comme je disais, interpersonnelle. Alors, implique souvent le demande de soins qui est souvent le parent et qui sont vécus dans une période vulnérable du développement. Fait que, comme je le disais tout à l'heure, petite enfance, adolescence. Puis d'un autre part, celle des conséquences, des séquelles, en fait, de ces événements-là qui vont avoir sur le développement de l'enfant, de l'adolescent. Fait que c'est pas seulement des événements qui sont associés, dans le fond, c'est pas seulement les événements en soi de subir les événements, c'est vraiment les séquelles, les conséquences de ces événements-là qui vont former le trauma complexe. Fait que ces deux éléments ensemble forment le trauma complexe. Alors, les événements et nécessairement les conséquences, les séquelles de ces événements-là. OK, ça amène quand même une clarification importante. Puis, finalement, je retiens un peu que, évidemment, le trauma complexe va prendre racine dans l'enfance souvent, notamment en lien avec la relation de soins là, que tu as évoquée. Puis, c'est fortement associé finalement à la réponse aux besoins de base de l'enfant, notamment son besoin de sécurité, là. Tout à fait. Fait que nécessairement, tout l'aspect relationnel que va venir revêtir là, le trauma complexe est là. Moi, c'est sûr que je me penche davantage là, sur la définition de Milo et ses collaborateurs, là, 2018, sur qu'est-ce que le trauma. Puis eux l'amènent beaucoup aussi, là, peut-être synthétiser un petit peu tout ce qu'on vient de dire, que c'est caractérisé par des situations, on va dire, chroniques d'abus, d'abandon ou de négligence durant l'enfance. Puis ça va engendrer, là, comme on disait, des difficultés qui vont être persistantes, puis autant sur le plan identitaire, émotionnel que relationnel. En fait, je sais qu'on va se transposer vers plus de 18-30 ans, fait qu'on voit que quand même, ça peut prendre racine là, avant, sans généraliser en soi, là, mais c'est vraiment différentes situations qui vont faire en sorte là, que multipliées ensemble peuvent générer là, un trauma complexe et nécessairement il y a des conséquences là, reliées là, à ces événements-là. Sur différentes sphères, voire toutes les sphères de la vie de la personne. Tout à fait. Puis ça amène quelque chose d'intéressant quand tu parles de sphères parce que ces conséquences-là, ces répercussions-là, ils sont multiples puis ils touchent en effet plusieurs sphères de fonctionnement de l'enfant, de l'adolescent. Là, c'est sûr que la littérature, on regarde un peu la littérature, on va voir plus jeune, on parlait de 17 catégories là, davantage de conséquences. Puis là, on voit là qu'il y a Godbout avec ses collaborateurs dont Milo qui ont sorti davantage 9 conséquences par rapport à ça. Mais si je vous en nomme quelques-unes, on parle davantage d'une conséquence sur la sphère de l'attachement, fait que relationnel, sur la sphère plus somatique, physiologique, biologique. Là, on va le voir, ça il y a quand même des répercussions dans le temps là, assez intéressantes. Toute la régulation des émotions, nécessairement, les comportements dysfonctionnels, la dissociation, ce fameux mécanisme d'adaptation qu'on va dire souvent qu'on pourra revoir ensemble, le fonctionnement cognitif, identitaire. Il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de sphères là, qui peuvent être, je vais dire, touché, affecté. Tout à fait, en plein ça par rapport là, aux conséquences là, des traumas. OK. Bien, ça nous donne un portrait tout de même quand même global. Et on voit que c'est pas simple, il y a plusieurs éléments. On s'en tient pas à une bonne définition en une phrase, mais c'est évidemment, il y a plusieurs facteurs à prendre en considération. Tout à fait. Puis au regard de ça, peut-être que si je peux ajouter, souvent on parle pas de trauma complexe sans parler de stress. J'ai pu comprendre que peut-être que vous aurez d'autres invités qui vont parler davantage de stress. Si je peux me permettre davantage de peut-être expliquer la notion de stress toxique qui est très important à aborder là, au regard là, du trauma complexe. Mais avant même de parler de stress toxique, il faut savoir qu'il existe aussi du stress, on va dire, positif, entre guillemets, du stress, on va dire même tolérable, pour un jour voir se transformer en stress toxique. OK. Ça, c'est davantage là, comme sur un continuum de stress plus relié au traumatisme là, que ça a été établi, ces 3 réponses-là. Là. Moi, souvent, je cite les gens, c'est Shonkoff et ses collaborateurs 2012. Fait qu'au sens-là,
peut-être ici, là, je le vois là, généralement, plus globalement. Stress positif, c'est par exemple un enfant qui est soumis à un événement stressant, assez normal, par exemple, va se faire vacciner. Puis, dans le fond, peut ressentir les impacts, là, bref, par exemple, une fréquence cardiaque qui va augmenter, niveau d'hormones également. Cependant, ce qu'on va voir beaucoup, il y a des études qui le montrent, que ça va se rétablir rapidement une fois que l'expérience stressante va être terminée. OK. Fait que ça se perdurera pas dans le temps, ce stress-là. Puis souvent, ce type de stress-là va être modulé par la présence d'un adulte sécurisant, réconfortant. Fait que le soutien, fait que ça va favoriser aussi que le stress va se dissiper plus rapidement. Après ça, on a un stress plus tolérable. Fait que ça, c'est les enfants qui font face à un stress plus important. Par exemple, une maladie grave, un décès d'une personne qui nous est chère. Mais nécessairement, ça peut éprouver une activation plus physiologique, en fait, physique à l'intérieur de nous, plus prolongée, mais toujours limitée dans le temps. Que généralement, ça va s'estomper également avec le temps. Toujours dans la perspective de, également, s'il y a des adultes soutenants, qui prennent soin, là, ça va aider là, à contribuer, que ça soit moins prolongé. Et finalement, on en rentre vraiment dans notre stress toxique. Ce qu'on entend par stress toxique, c'est ça fait vraiment référence à une activation forte, fréquente puis prolongée des systèmes de réponse au stress du corps, en l'absence, bien sûr, j'ai le goût de dire de la protection tampon d'un adulte, d'une personne là, qui peut être sécurisante, réconfortante. Fait que les principaux facteurs de risque là, vont comprendre comme des abus physiques, émotionnels également. Puis il y a de la récurrence, de la négligence chronique, la dépression même maternelle, la toxicomanie des parents, la violence familiale. Fait que le stress toxique va être engendré vraiment par des événements très, qui vont être très prenants puis qui vont perdurer dans le temps. Fait que c'est des événements qui reviennent, qui sont récurrents, qui sont prolongés là au regard de ça. Et comme je disais, l'absence là d'une personne là pour être plus tampon là en ce sens-là. Bien, c'est intéressant la nuance parce que oui, on a pu aborder le stress dans nos épisodes sur l'anxiété, mais de mettre la lunette comme ça puis de se rendre finalement de parler du continuum où est-ce qu'on se rend finalement au bout au stress toxique, c'est très intéressant. Puis tu abordes aussi, tu l'as nommé tout à l'heure, mais le fait de vivre un événement, par exemple, de l'abus, mais d'être exposé aussi, par exemple, à de la violence conjugale, où l'enfant, à ce moment-là, est peut-être uniquement témoin. Comme quoi, c'est aussi un événement qui, s'il est chronique, répétitif et tout ça, peut avoir un impact important. Puis, de plus, t'amènes tout ce qui est l'aspect d'un facteur de protection de la personne, finalement, qui est peut-être le parent ou une autre personne pour l'enfant, mais qui vient servir à moduler un peu le stress, à peut-être le réduire, le diminuer, du moins dans les deux premiers types de stress dont tu as pu parler, là. Tout à fait. Puis tu l'amènes bien, hein, c'est un continuum. Alors, on peut se déplacer sur ce continuum-là. Alors, oui, ça se peut qu'à un moment dans notre vie, on ait été... en fait, là, on a pu voir là, de la violence conjugale ou quelque chose là, qui nous a vraiment stressé au plus haut point, mais demeure que ça s'est pas reproduit. Alors peut-être qu'on parlera pas nécessairement de stress toxique. Fait que c'est vraiment important de stress toxique. On a vraiment le fait que c'est prolongé, c'est récurrent, c'est fréquent, ces événements-là. Fait que c'est pour ça là, que ça vient nécessairement avoir des impacts plus importants. Puis ça m'amène un petit peu, si tu me le permets, à voir les impacts sur le cerveau. Hein? Fait que on sait que l'exposition à un traumatisme complexe, un trauma complexe, c'est en particulier pendant la petite enfance, ça a des répercussions sur l'architecture du cerveau. Fait que comment le cerveau fonctionne, moi souvent je mets l'image d'un petit casse-tête. Hein? Fait que on est en train de construire notre casse-tête. Il y a des petits bouts, ils sont encore à affiner, on peut pas encore bien les disposer. Mais qui fait en sorte que, par exemple, le trauma complexe au regard du stress, hein, parce que le stress va nécessairement se propager dans notre cerveau. Le stress, souvent, on va parler que c'est l'hormone de stress, c'est le cortisol. Puis les études nous permettent de voir que le cortisol, dans des contextes de trauma complexe, ou qui va se réfugier, en fait. Puis, en fait, le cortisol se réfugie de manière, comme, je vais dire, globale à l'intérieur de 3 structures. Fait qu'on parle du cortex frontal. Fait que ça, c'est la petite boîte en avant de votre cerveau. Après ça, on va parler de l'amygdale, qui est un peu plus le centre des émotions. Puis de l'hippocampe, qui va faire un peu... on va parler de mémoire, mais qui va faire les liens, un peu les associations entre des événements, puis qu'on aura vécu, puis qu'on est en train de vivre. Okay. Alors, c'est... à ce niveau-là, dans ces davantage dans ces structures-là de notre cerveau que le cortisol, fait que l'hormone de stress va se
réfugier, j'ai le goût de dire, puis que nécessairement, ça va venir altérer le fonctionnement nécessairement de ces structures-là. Fait qu'on peut penser au fait que, bon, mais quand on vit un événement très stressant, on va être peut-être dans l'activation de, on est en danger. Puis là, notre cerveau va être davantage activé au niveau de notre amygdale, qui est le centre davantage des émotions, mais du danger aussi. Fait que là, ça va être, là, il y a un danger. Fait que là, je vais tout éteindre les autres structures de mon cerveau parce que là, il faut que je m'en sors. Là, je suis en mode survie. Fait qu'en ce sens-là, on peut voir que, là, davantage dans la littérature, puis au niveau de la pratique aussi, mais fait que les structures là, vont même être amoindries. Fait qu'il y a de l'hypotrophie, même de l'hypertrophie de certaines structures du cerveau. Fait que là, on peut penser, on peut faire des liens avec les apprentissages, on peut faire des liens avec beaucoup d'éléments là, par rapport au fait que finalement, mon équipement cérébral, il est pas pareil que les autres. Fait que là aussi, il y a une petite nuance à apporter en ce sens-là, puis que le stress toxique qui est engendré, là, vraiment, qui fait partie prenante du trauma complexe, vient nécessairement être là en amont, là, fait que ça vient générer des changements au niveau de l'architecture du cerveau. C'est excessivement intéressant du fait que on entrevoit souvent le stress par rapport aux manifestations externes, extériorisées du stress par rapport au comportement, par exemple, mais de se rappeler que ça prend racine, c'est physiologique finalement cette réaction-là. Puis là, tu évoques le fait d'être en mode survie. Est-ce qu'on peut penser qu'une personne qui a vécu du trauma complexe, différentes formes de trauma de manière prolongée, est un peu constamment dans ce genre d'état-là de survie? Tout à fait. On va parler d'activation prolongée d'être dans un état de survie. Ce qui est intéressant, c'est que davantage le trauma fait passer un peu le cerveau d'un mode qui est supposé d'être réflexif, penseur, je pense, je réfléchis, à un mode plus réactif, émotif. Comme on est dans l'action, on agit. Il y a beaucoup de recherches qui ont montré que les enfants puis les ados avec des traumas complexes ont des difficultés exécutives. Fait que là, nos fameuses fonctions exécutives. C'est ça, on peut penser à nos fonctions exécutives. Puis comment ça se manifeste? Comment? On peut parler de rigidité cognitive, on peut parler de comportements plus à risque ou délinquants, on peut parler d'agir sous le coup de l'émotion sans réfléchir. Des fois, on va avoir des enfants, des ados qui disent j'ai pas réfléchi, j'ai pas le temps de réfléchir. Tu sais, tous ces éléments-là qui peuvent se passer, ou même voir c'est pas nécessairement adapté en fonction de la rétroaction qu'on vient de recevoir, le comportement qu'on a. En ce moment, on parle beaucoup de manifestations comportementales. Ou encore là, difficulté à tolérer peut-être un délai de gratification, d'attendre avant d'avoir quelque chose, une réponse, ou même voir un comportement là, quelconque. Fait que c'est davantage là ce qui nous amène encore un petit peu plus à, comme tu disais, là, l'activation, le fait que l'activation répétée de la réponse au stress, ça va favoriser que le développement d'un cerveau va être orienté vers la survie davantage. On va parler de survival brain. Il n'y a pas de place pour le reste dans le cerveau-là, finalement. C'est ça. Puis au détriment d'un cerveau orienté vers l'exploration. On va parler learning brain. On veut davantage être on veut apprendre, on veut davantage explorer. Fait que ce qu'on voit, c'est que davantage là, le cerveau en mode survie va nécessairement teinter les expériences des enfants, des adolescents. Ils vont percevoir le danger puis les risques au détriment d'expériences qui sont riches puis favorables pour eux. Considérant que mon cerveau, il m'a appris qu'il fallait toujours que je sois en mode alerte. Toujours en méfiance, là. Tout à fait, toujours en mode, il peut y avoir un danger imminent qui va se présenter. Puis si je suis pas prêt, je vais me faire avoir. Fait qu'on est vraiment dans ce mode-là, qui va être vraiment constant. Puis souvent, c'est ça, il y a l'absence de l'influence protectrice là, d'une figure de soin, considérant fait que l'enfant a appris que c'est lui qui devait se protéger, là, peu importe là, les événements là, qui pouvaient arriver. C'est énorme à porter pour un enfant comme ça, mais j'aime les exemples qu'on donne parce qu'on voit concrètement comment ça se manifeste, oui, mais tous les impacts que ça a. Là, évidemment, tu as mentionné tantôt les apprentissages. Évidemment, à l'école, ça doit être quelque chose qui s'observe. Dans les interactions sociales avec les autres, là, ça emmène large. Puis on retient que c'est ça, plus l'aspect de survie prend de l'espace, moins il y a de place pour toutes les autres fonctions cognitives auxquelles notre cerveau est censé finalement s'adonner là, en contexte favorable. Tout à fait, c'est très bien résumé.
Donc, Elsa, maintenant, on a une bonne mise en bouche de ce qu'est le trauma complexe. On comprend évidemment un peu mieux. Maintenant, tu es experte de ton domaine. Ça fait plusieurs années que tu te penches sur le sujet. On peut penser que tu connais bien le trauma complexe, mais c'était peut-être pas le cas il y a quelques années. Est-ce que tu seras en mesure de nous partager une conception peut-être erronée liée justement au trauma complexe que tu avais avant de développer ton expertise? C'est vraiment intéressant, cette question-là là, que je me suis posée, en fait, que vous m'avez posée et que j'ai réfléchi longuement. En fait, peut-être juste dire que pourquoi je me suis intéressée au trauma complexe, c'est que ça s'ancrait davantage dans mon emploi au Centre de pédiatrie sociale de Québec, où j'œuvre là, avec des familles, là, avec des enfants 0-12 ans principalement. Et tout le caractère, c'est ça, du trauma est venu là, m'interpeller particulièrement. Et je dirais, avant de vraiment me pencher sur l'aspect du trauma, tout le caractère intergénérationnel du trauma, j'avais aucune idée que ça existait. Je savais que pour l'attachement, oui, il y avait tout l'intergénérationnel de l'attachement, mais la transmission intergénérationnelle des traumas, j'en avais aucune idée. Okay. Fait que ça a été quelque chose que j'ai trouvé très pertinent. Fait que le fait que des situations de maltraitance familiale, c'est intergénérationnel là, au niveau dans le temps. Fait que les connaissances actuelles vont vraiment sur les traumatismes psychologiques quant à leur impact sur les processus développementaux. Que j'entends par processus développementaux, difficultés dans les habiletés de régulation, par exemple, ou voir les modes de fonctionnement personnel, fait que la dissociation, la dépression, le concept de soi, et voir interpersonnel, l'hostilité, le rejet, le repli sur soi, vont nous permettre d'identifier que divers mécanismes qui sont sous-jacents, là, en fait, à la transmission intergénérationnelle des traumas. Puis en ce sens-là, de là, la nécessité, c'est incontournable de devoir considérer la trajectoire possiblement traumatique du donneur de soins, du parent, au regard de ça, puis nécessairement de transposer ça dans nos interventions. Puis je trouve ça vraiment important de le dire parce que c'est un élément que je trouve important au sens de, c'est pas question de justifier les comportements du parent, mais c'est davantage de reconnaître que cette information-là peut mieux nous permettre de mieux comprendre les pratiques parentales, les réactions du parent au regard de son vécu à lui, au regard de son passé. Puis, ce faisant, pour mieux outiller, la famille, l'enfant, à briser ce cycle-là là, de la maltraitance là, ou des traumas complexes. C'est intéressant. Puis je présume que ton rôle au Centre de pédiatrie sociale t'amène justement à considérer l'enfant de manière holistique, là, justement par rapport au vécu de ses donneurs de soins. Là. Je présume que l'aspect familial est très important à ce niveau-là. Tout à fait. Même voir un modèle plus écosystémique. En fait, on va aller considérer tous les acteurs possibles entourant la vie de l'enfant. Oui, la famille, mais également tous ceux là, qui sont plus externes, mais finalement des acteurs très importants. Bon, on peut penser aux enseignants, on peut penser à toutes les personnes là, qui font partie prenante, par exemple, d'un organisme communautaire là, comme dans lequel je suis, des établissements, comme encore plus gros, les institutions, les politiques. Fait que, tu sais, c'est vraiment plus gros qu'on le pense, puis il faut le considérer de manière un petit peu plus macro, j'ai goût de dire, dans ce sens-là. De là, l'intérêt de mieux comprendre finalement ce que c'est, dans quoi ça s'enracine, puis tous les effets finalement du trauma complexe. Tout à fait. Puis tout ce qui est sous-jacent au trauma. Parce que souvent, on est très bon pour identifier ce qui manque aux enfants, aux adolescents, mais de là de dire qu'est-ce qu'ils ont besoin. Essayer de se questionner sur qu'est-ce qui est sous-jacent à ce comportement-là, ce fameux comportement ou autre élément comme ça. Ce qui se trouve sous l'iceberg, comme on aime le représenter. Oui, tout à fait. Super intéressant. En lien avec tout ce qu'on vient de dire, finalement, on a la chance d'avoir le témoignage de Léo. Donc, je t'invite à l'écouter, puis on pourra en discuter par la suite. Je m'appelle Léo, j'ai 18 ans, je suis à ma 2e année en sciences humaines au cégep. Sans rentrer dans les détails, j'ai vécu une enfance difficile. J'ai tendance à penser que maintenant que je suis un adulte et que j'ai quitté le domicile familial, je devrais être capable de faire face à mon passé par moi-même. Je crois qu'avec le temps, je devrais naturellement m'en remettre. Mes souvenirs par rapport à mon passé sont flous. Je peux pas me rappeler de manière claire et précise des événements, et je me dis que s'ils ne me viennent pas en mémoire, ils n'ont pas d'impact sur moi. Je préfère ne pas parler de mon enfance et de mes expériences avec les autres. Je pense que ça servirait à rien et que je devrais simplement aller de l'avant sans me préoccuper de mon passé. Je crois que si je décide de consulter en lien avec ce que j'ai vécu, ça devrait être un processus rapide, parce que je veux me sentir mieux rapidement. Je me sens coupable de ressentir des effets négatifs de ce que j'ai vécu dans mon enfance. Je pense qu'à mon âge, je devrais être plus fort et ne pas me laisser influencer. J'ai tendance à minimiser ce que j'ai vécu. J'ai peur de demander à l'aide parce que je pense que ça pourrait être interprété comme un signe de faiblesse.
Bien, on remercie sincèrement Léo pour son témoignage. C'est très précieux pour la mission de Nuance, évidemment. En l'écoutant, Marie-Pierre et moi, on a soulevé quelques éléments qui nous semblaient plus importants d'aborder peut-être. On a précisément ciblé 3 mythes qu'on aimerait que tu nous aides à décortiquer si ça te convient. Oui, je vais faire de mon mieux pour y répondre. Excellent. Donc, le premier va comme suit. Les adultes qui ont vécu des événements traumatisants à l'enfance ont complètement refoulé leurs souvenirs et ne sont donc plus affectés. Très intéressant. En fait, j'ai le goût davantage dire que c'est comme un déplacement, voire un refoulement, un évitement. Je vais m'expliquer. En fait, on sait que les enfants, les adolescents victimes de traumas complexes seraient moins outillés pour trouver des solutions plus efficaces, positives, là, en contexte social, affectif, relationnel, voire des apprentissages. Considérant que les traumas sont venus générer une altération, plus des processus cognitifs qu'on voyait tout à l'heure au niveau des fonctions exécutives. Fait que la mémoire va être affectée, le contrôle inhibiteur, en fait, l'inhibition par rapport à certains... Je sais pas, moi, une inhibition, ça peut être verbal aussi, certaines choses que tu vas dire, certains comportements que tu peux faire, nécessairement aussi tout ce qui est par rapport à l'attention. Fait qu'il y a des difficultés qui sont rapportées souvent aussi par rapport à des souvenirs autobiographiques. Au regard là, de cette altération du processus cognitif, notre cerveau, il fonctionne quand même bien. Hein? Il veut comme nous protéger également. Fait qu'il y a nécessairement des difficultés qui sont par rapport aux souvenirs. Fait qu'on s'en souvient pas. Ah, c'est ça, je me demandais, là, pour préciser un peu pour nos auditeurs ce que tu entendais par... Fait que finalement, c'est le fait de pas se rappeler d'événements qu'on a nous-mêmes vécus, par exemple, dans ce cas-ci, dans notre enfance. Tout à fait. C'est comme un petit peu dire, là, puis... Encore là, je me positionne pas comme une experte, mais davantage ce que moi j'en comprends de la littérature puis de la pratique, c'est davantage par rapport à la mémoire un peu plus épisodique. Alors des épisodes, comme on disait, des souvenirs autobiographiques de notre vie. C'est comme si certains sont un peu dissipés, voire refoulés, voire évités, voire on est rentré dans de la dissociation au regard de ça, dans le sens que dissociation, peut-être vous l'expliquez un petit peu, parce qu'on en a toujours tout vécu. Okay, la dissociation, c'est comme un petit peu... je suis tombée dans la lune où je conduisais, puis je suis arrivée chez nous, puis je me suis même pas rendu compte toute la route. OK? Fait que c'est un petit peu une dissociation des fois. Puis c'est correct là, quand c'est parsemé comme ça. Okay. Mais des fois, on peut rester dans ce mode-là, j'ai le goût de dire, là, de dissociation. Fait que, par exemple, l'enfant peut se dissocier parce que ça lui fait trop mal d'entrer dans son monde interne. Qu'à l'intérieur de lui, c'est trop souffrant, les émotions qu'il est en train de vivre par rapport à tel ou tel contexte. Par exemple, c'est ça, il peut être un petit peu absent. Puis là, il revient, puis il a pas compris qu'est-ce qui vient de se passer. L'adulte, lui, ça peut davantage se transposer vers le fait de la consommation plus d'alcool, de drogue, ou souffrir même d'amnésie. Au regard là, davantage là, des événements traumatiques. Fait que c'est une stratégie du cerveau qui est souvent un bon moyen pour surmonter la souffrance à court terme, puis survivre un peu. Mais à l'âge adulte, c'est plutôt une forme gagnante, là, puisque la personne est vraiment déconnectée de la réalité. J'entends que c'est un peu comme un mécanisme de protection de notre cerveau. Est-ce que dans ce sens-là, c'est plus ou moins conscient chez la personne? Y a-t-il une différence, l'enfant, la personne adulte? Est-ce que c'est conscient que notre cerveau met en œuvre ce mécanisme-là? C'est vraiment intéressant. On va parler beaucoup mécanisme d'adaptation, de stratégie d'adaptation. En anglais, on parle beaucoup de coping. Hein, fait que c'est comme notre cerveau, il nous aide à affronter un petit peu les événements qui sont plus difficiles, plus arides. Okay. Fait que nécessairement, oui, des fois, on s'en rend pas nécessairement compte. De là, la dissociation, on peut dire à un enfant, ben voyons que tu t'en souviens pas. Mais voyons mais notre cerveau peut vraiment complètement, là... Il s'en souvient réellement pas. Il s'en réellement pas. Bon, là, après ça, on pourra dire qu'il y a des stratégies, des interventions pour qu'on puisse aller là-dedans, puiser là-dedans. Mais il faut faire attention aussi. On veut pas venir créer une reviviscence ou voire même, là, une réintégration du trauma. Fait que ça, faut être très, très prudent. Fait que dans la confrontation, là, peut-être pas la meilleure stratégie, mais oui, en effet, là, notre cerveau là, peut automatiquement, là, sans contrôle, là, tomber dans ces mécanismes-là d'adaptation, de protection-là. C'est fascinant. Comme tu dis, il est bien fait, notre cerveau, finalement. Tout à fait, tout à fait. Ben, peut-être ajouter aussi que les conséquences des traumas interpersonnels vécus durant l'enfance, durant l'adolescence, vont affecter aussi beaucoup l'identité, la régulation émotionnelle puis la sphère relationnelle
qu'on trouve pas nécessairement, par exemple, pour les gens qui sont atteints de troubles de stress post-traumatique. Hein. Fait que de là, on revient avec notre complexité des traumas. Fait on voit que certains, on va parler même de survivants des traumas, voire de personnes qui ont vécu là, des traumatismes dans l'enfance, vont réagir avant même de savoir qu'est-ce qui se passe. Quand on va être vraiment plus dans la réaction versus que dans la réflexion. OK. Comme je le disais un petit peu tout à l'heure, là, le mode de notre cerveau. Fait avant de comprendre que mettons que la personne est en colère ou qu'elle est vraiment triste, ben une personne, elle pourrait juste donner un gros coup de pied dans le mur, puis savoir même pas vraiment là, pourquoi elle vient de faire ça. Fait que c'est après, dans la réflexion, dans l'émotion qui va apparaître plus dans le raisonnement, j'ai le goût de dire, mais dans le moment, on va être vraiment plus dans l'action, dans la réaction. Fait qu'on peut voir là, que ça peut avoir au niveau plus des impacts, j'ai le goût de dire, sur la régulation des émotions. Il y en a d'autres qui vont éprouver un grand vide intérieur, voire ils vont se dire je mérite pas d'être aimé, je vaux rien. T'sais, on va aller vraiment là, au niveau plus de la sphère. Autant ça peut toucher identitaire, mais ça peut également toucher la sphère relationnelle. Fait qu'on développe aussi une hyper-vigilance au regard de je peux pas faire confiance à personne. Il y a personne qui va nécessairement m'aider. Les gens veulent juste me nuire. Fait qu'on va mettre beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup d'énergie qui vont être déployées pour être plus dans de la méfiance, de se mettre en garde contre les dangers potentiels. Puis ce que ça va faire, on va consacrer moins d'énergie, moins de temps à bâtir un monde interne un peu plus sain, qui va résulter d'une identité plus qu'on va se reconnaître, on va savoir qui on est. Fait au contraire, on va être davantage dans une identité plus diffuse. Mais je suis qui, j'aime quoi, je me sens toujours en colère. Bon, là, c'est des exemples, faut nuancer. Mais du moins, là, ça peut affecter quand même l'identité. Puis comme je disais, la sphère relationnelle, voire amoureuse, hein, qui peut se projeter davantage à l'âge adulte. Vivre davantage dans des relations, on peut dire j'ai juste le mot en anglais, là, roller coaster, là, les montagnes russes. Que ça soit chaotique, que ça soit un peu toxique aussi. Fait que ces personnes-là qui peuvent un peu craindre encore tout le temps de se faire abandonner, de se faire rejeter, voire même de se faire abuser par la personne là, qui devrait avoir confiance dans leur relation. Fait que nécessairement, s'ils peuvent développer des modèles d'attachement un petit peu plus anxieux, même voire, on va dire, ambivalent, sans rentrer dans tous les patrons d'attachement, mais plus dans de l'insécurité, en fait, relationnelle, là, dans leurs relations amoureuses, puis voir dans tous les types de relations qu'ils peuvent entretenir. OK. Bien, déjà, je pense qu'on le déconstruit bien, ce mythe-là, à savoir que c'est pas parce que on se souvient pas, en raison des différents mécanismes dont on a parlé, finalement, qu'on se voit pas affecté parce qu'on a vécu de toutes sortes de façons, là, finalement. Tout à fait. Puis j'ajouterais même que même si les souvenirs peuvent être refoulés, diffus, les effets du traumatisme peuvent persister sous la forme de d'autres symptômes. On peut dire on parle de symptômes psychologiques, physiologiques, voire somatiques, plus la somatisation, excusez-moi. Fait que oui, autant des troubles anxieux, des problèmes relationnels, des troubles de l'humeur, des choses comme ça, mais également par rapport au fait de avoir des troubles digestifs plus persistants, des céphalées, en fait, des gros mal de tête là, constants, des migraines. Fait que là, bon, on s'entend, là, on est dans un contexte de trauma, là. On peut avoir des céphalées et autres, sans s'inscrire là-dedans. Mais juste de dire, toute la notion de complexité au regard des traumas, puis que les effets du traumatisme sont complexes, puis ils peuvent varier d'une personne à une autre. Ça, c'est vraiment important de le soulever. Puis qu'il y a certains individus qui peuvent être conscients de leurs souvenirs traumatiques, leurs souvenirs traumatisants, puis lutter activement contre ces traumatismes-là, tandis que d'autres, ils peuvent être juste dans des souvenirs qui se souviennent plus. En fait, les souvenirs sont très diffus, sont flous, s'en souviennent plus ou moins, mais quand même avoir des symptômes là, liés à ces traumatismes-là, plus de l'ordre de la somatisation. Là. Comme je disais, avoir des problèmes digestifs, des gros mal de tête, des douleurs dans le dos, des choses comme ça. C'est intéressant de constater qu'il y a même des effets physiques, finalement, possiblement. Je retiens, puis c'est un peu ce qu'on a l'occasion d'aborder avec les différents épisodes de Nuances, l'unicité de chaque cas, l'unicité de chaque personne, le fait que évidemment, un trouble ou une difficulté va pas se vivre de la même façon chez une personne ou une autre. Évidemment, on part de notre fameux témoignage là, pour discuter, mais on comprend qu'il y a toutes sortes de nuances avec ces différents cas-là, finalement. Tout à fait, hein. Puis en trauma, dans la littérature, dans la pratique, on va le dire, chacun porte son histoire. C'est si bien dit. Fait que oui, en effet, là, il y a des choses qui peuvent
être semblable d'une personne à une autre, mais demeure que chacun, là, vraiment va avoir son histoire, puis il faut y faire attention, il faut prendre le temps de l'écouter, il faut prendre aussi le temps, là, davantage de la défaire un petit peu, la déconstruire, là, puis éviter de porter, je veux dire, des opinions ou du moins, là, des conclusions hâtives au regard de ça. Oui, absolument. Bien, finalement, le trauma complexe, c'est complexe. On peut retenir on peut le dire, il y a assurément une notion de complexité derrière tout ça. Tout à fait. Ça m'amène à notre deuxième mythe, comme quoi, bon, justement, là, on réfère à tout ce qui a pu se passer dans le passé, comme quoi ça s'est enraciné, là, évidemment, fort probablement dans l'enfance ou l'adolescence, comme tu le nommais. Donc, notre mythe serait celui que les adultes devraient laisser derrière eux le passé traumatique sans en parler ni le traiter, ne pas l'aborder, tout simplement. Intéressant. J'ai goût de dire dans prime abord, mais c'est sûr que ça serait vraiment plus simple. Fait que toute la complexité, on viendrait le mettre de côté. Mm-hmm. Mais on s'entend souvent sur l'idée que, oui, le temps guérit toutes les blessures, y compris les traumas. Ça c'est bon, sans réduire la notion de temps. Mais le fait étant que tant que les personnes qui présentent un trauma complexe, ils trouvent pas de sens aux événements qu'ils ont vécus, ils peuvent pas continuer à se dissocier puis à éviter puis de ressentir des émotions toute leur vie. Fait, c'est de se dire que de penser que le temps va faire les choses sans aide externe, sans professionnel pour en soutenir, déconstruire, aider. C'est un petit peu de faire faux pas que de se dire que ça peut se dissiper ainsi parce que nécessairement on voit que on va continuer à être dans des mécanismes d'adaptation comme on dit de la dissociation ou de l'évitement parce que c'est souffrant, c'est trop souffrant puis c'est là puis c'est toujours là de manière sous-jacente. C'est sûr qu'il y a tout aussi l'aspect de, comme je disais tantôt, de l'identité, le concept de soi qui est un peu altéré. Fait que oui, en effet, on peut laisser ça dans le passé puis cheminer, mais on le sait que ça va avoir des impacts là, sur soi, sur un peu de son estime aussi. En fait, on voit qu'il y a des sentiments de confusion qui peuvent apparaître, une faible estime personnelle, comme je disais, un sentiment de vide intérieur, manque de confiance en ses propres perceptions aussi, ça peut générer jusqu'à ça. Fait que tout l'aspect identitaire là, est super, mis de l'avant au regard des traumas. Fait que si on laisse juste ça aller, on reste longtemps dans le fait de pas comprendre qui on est puis que ça fasse pas de sens puis c'est tous ces éléments là un peu puis ça peut même être teinté de la honte ou voire même de la culpabilité. Fait que de là de se dire que c'est pas si simple que ça. Puis ça nous ramène peut-être là, j'ai le goût de dire en fait à l'idée que le passage du temps que ça puisse guérir les traumas, c'est d'ignorer la complexité des réponses neurobiologiques au regard du stress qu'on parlait tout à l'heure. Fait que nécessairement, il y a une trace des traumatismes qui étaient davantage mis de l'avant par le stress. Et comme soulevé plus haut, les traumas vont venir altérer l'architecture du cerveau. Fait que ça va perturber notamment, encore une fois, la régulation des émotions, la réponse à la menace, au danger. Fait que ça va contribuer là, peut-être à une mésadaptation, voire même là, de la vie à l'âge adulte. Là. De là, l'importance de... Oui, on peut laisser... Le temps va nous aider, mais nécessairement avec un soutien, on va dire externe, professionnel, pour nécessairement là, cheminer dans une voie peut-être plus de guérison. Parce que tout ce que tu nommais tout à l'heure, les conséquences qui perdurent, si on n'aborde pas, je présume, ce qui s'est passé, comment on vit tout ça, comment ça se manifeste à l'âge adulte, elles vont continuer de perdurer finalement. Là. Tout à fait. Puis c'est ça, c'est une minute plus psychologique, les perceptions erronées, par exemple, les sensations corporelles, ils sont expliqués un petit peu par un biais attentionnel, j'ai le goût de dire. Fait que être constamment en état d'hypervigilance, d'alerte, envers les sensations, par exemple, désagréables de notre corps, les sensations désagréables en contexte de relation, c'est de dire que c'est ça, le trauma, il y a un stress qui amplifie tout le temps nos perceptions, nos interprétations de ce qu'on vit, puis des menaces perçues. Puis ça, c'est tant à l'externe qu'à l'interne. Fait qu'autant à l'intérieur de notre corps qu'à l'externe dans notre environnement, en relation avec les autres. Fait que de là, de prendre cette lunette-là que le trauma peut avoir affecté nos perceptions, nos interprétations, puis de là, d'avoir une aide là, supplémentaire là, pour peut-être y voir plus clair, j'ai le goût de dire. Oui, puis pour faire un peu de pouce là-dessus, finalement, il y a comme
cette notion d'espoir, dans le sens où depuis le début, on défile là, un peu, bon, évidemment, tout ce qui est conséquences négatives. On est là pour parler de ce qui est le trauma complexe, mais j'entends une notion d'espoir, là, à savoir qu'on peut s'attarder sur notre situation, on peut en discuter. Il y a de l'aide externe qui peut nous aider à cheminer, là, comme tu le mentionnais. Donc, c'est important, ça, de le garder en tête, finalement, là. Tout à fait, hein. Puis on peut parler, certains chercheurs comme Natacha Godbout va parler des survivants des traumas. Hein. Fait de là aussi de revenir un petit peu quand on parle de temps. Oui, la réalité étant que le temps peut offrir en fait une nouvelle perspective, voire favoriser un peu l'établissement de certains changements, par exemple la manière de penser. Hein. Fait que davantage aller voir comment que je pourrais penser autrement. On parlait beaucoup de mentalisation, mais ça garantit pas en rien la guérison du trauma. Ouais. Fait que de là de faire attention au sens que ça peut pas se dissiper comme ça à travers le temps. Il y a nécessairement là, des outils, puis il y a un accompagnement qui est nécessaire là, à ça, qui est très normal aussi. Oui, oui, justement, on est là pour déstigmatiser tout ça, évidemment, mais c'est bien de se le rappeler puis de l'entendre. Justement, on parle du temps, ça m'amène à notre troisième et dernier mythe, donc celui que les adultes qui ont vécu des traumatismes dans leur enfance devraient naturellement s'en remettre avec le temps. Donc là, on comprend que le temps joue un rôle, un certain facteur peut-être qui va favoriser le processus de cheminement, voire de guérison. Je sais pas si j'exprime un bon terme ici, mais que c'est pas suffisant. Tout à fait, mais ça nous fait un peu rebondir à ce qu'on vient de se dire, hein, au fait que les personnes qui présentent un trauma complexe vont manifester des difficultés d'adaptation, on va dire, importantes dans différentes sphères de leur vie, comme on a vu plus tôt, puis que ça, dans le fond, ça me nuise pas avec le simple passage du temps. Ouais. Hein, c'est si seulement. Mais en fait, on voit vraiment là que plus les expériences traumatisantes ont lieu en bas âge, plus il va y avoir une implication puis qui implique une personne là, significative, comme on le dit tout à l'heure, un donneur de soins, souvent le parent, puis que c'est répété dans le temps, mais plus les impacts ils vont tendre à être persistants, à persister, voire à s'aggraver tout au long de la vie là. De l'enfant qui deviendra un adulte. Fait que l'enfant qui grandit dans un milieu qui emprunte une violence interpersonnelle, qui est d'autant plus vulnérable parce que puisqu'il n'a pas encore développé des stratégies de défense de maturité, mais ça va se poursuivre à travers aussi là, le temps. Là, on peut concevoir là, si nécessairement on n'a pas d'outils là, qui j'ai dit ajoutés en amont, du moins soutenus là, à travers sa trajectoire de développement. Donc, tu évoques des outils, des stratégies. C'est une piste, comme on le disait tout à l'heure, remplie d'espoir. On a envie d'en entendre un peu plus là-dessus, justement. Là. En fait, peut-être juste avant, là, qu'il est important de rappeler que les personnes, en fait, là, empreintes de trauma complexe, vont pas souffrir toutes des mêmes symptômes. C'est vrai, comme on mentionnait. Tout à fait. Avec ça, c'est important de nuancer à ce moment-là. Mais il y a plusieurs facteurs là, qui peuvent expliquer qu'une personne s'en sorte mieux qu'une autre. Au sein de la littérature puis de la pratique, on voit beaucoup toute la notion de pleine conscience, de mentalisation puis de résilience qui pourraient être des variables, on va dire, hein, ou des éléments clés du bien-être psychologique et relationnel là, des individus. OK. En fait, c'est intéressant, là, il y a Natacha Godbout, là, qui est psychologue clinicienne puis professeure au département de sexologie de l'Université du Québec à Montréal, qui mène plusieurs recherches sur le sujet, là, beaucoup par rapport au couple, le trauma, là, puis tous les impacts davantage sur l'identité, la sphère relationnelle aussi. Fait que c'est vraiment intéressant si jamais ça vous intéresse. Fait que c'est juste de dire qu'une fois que la situation plus dangereuse, traumatique est écartée, il est possible de travailler sur la pleine conscience, puis d'utiliser d'autres stratégies pour obtenir une meilleure santé, j'ai goût de dire psychologique, relationnelle, voire mentale, là, des personnes avec pleine conscience. Là, on vient davantage là, venir, sans dire changer les conceptualisations de la personne, là, mais on vient l'amener à aller se connecter davantage là, avec soi-même, à essayer d'aller faire du sens un petit peu avec les choses, mais vraiment en douceur, pas dans la confrontation. Ça fait un petit peu aussi... comme je dis, le pont avec la mentalisation. Qu'est-ce qu'on entend par mentalisation? C'est le processus un peu plus mental par le fait qu'un individu se représente explicitement puis implicitement ses contenus mentaux, désirs, les émotions, ses motifs qui sont sous-jacents à ses comportements puis à ceux des autres. Fait que tous ces éléments-là, mais d'emblée, une personne qui a vécu des traumas complexes, c'est plus difficile d'aller là-dedans parce que c'est trop souffrant, cette sphère émotionnelle-là, de désir-là,
cognitive également. Fait que de là, de venir là, miser sur la mentalisation, la pleine conscience, ça peut être intéressant. Voire même, comme on disait, davantage de tout ce qui est la résilience. Bien là, ici, on parle de renforcer les capacités individuelles d'adaptation plus résilientes. Oui, parce que ça se renforce, cette résilience-là. Tout à fait. Puis ça peut venir atténuer les effets plus négatifs des traumatismes là, précoces. Puis sur le fonctionnement, dans le fond, ça va avoir des bénéfices sur le fonctionnement. Puis après ça, psychologique, puis santé, là, de la santé plus tard dans la vie là, de la personne. Fait que oui, la résilience peut se renforcer. C'est un concept qui demeure flou un peu, la résilience ouais. en soi. Mais c'est de dire, là, puis il y a quand même beaucoup de littérature là-dessus, je pourrais en parler longtemps, mais il demeure que c'est vraiment plus de dire que de miser là, sur les capacités individuelles de la personne. D'essayer vraiment d'aller puiser au regard des forces de la personne, des éléments là, qui fait en sorte qu'on veut la mettre, qu'elle puisse aller vers de l'avant, pas trop vite, à son rythme, mais toujours dans une perspective là, de la soutenir au mieux, puis que ça vienne de lui. Fait qu'un peu une reprise de contrôle sur ton expérience, j'ai goût de dire. Puis en ce sens-là, ça met un petit peu... en fait, ça met en perspective la question que tu posais sur est-ce que, il y a des pistes d'intervention et tout ça, mais là, comme encore une fois, chacun a son histoire de trauma interpersonnel, chacun a son histoire tout court. Fait que de là, d'aborder un peu, il y a plusieurs thérapies. On parle de psychothérapie là, multiples, on parle beaucoup de TCC, là, fait que cognitivo-comportemental. On peut parler aussi là, davantage de psychodynamique, là, fait que sur la personne, on vient se concentrer. Fait que je dirais dire qu'un amalgame là, vraiment de thérapie. Il y a aussi des thérapies dites qu'on va dire alternatives. Okay. Fait que tout ce qui est davantage l'art-thérapie, la musicothérapie. La zoothérapie. La zoothérapie. La zoothérapie, c'est souvent une technique comme bonifiée à une approche. Les sexologues également, psychothérapeutes. Il y a vraiment une diversité de thérapies là, qui peut venir soutenir, voire comme je disais, plus des thérapies qui mettent sur la mentalisation. Mais on a vraiment, comme je disais, la pleine conscience, là, un petit pas à la fois, on se reconnecte avec soi-même. Fait que tout dans l'approche aussi là, du thérapeute en question. Fait que c'est sûr qu'il y a un apport très thérapeutique, les thérapies de groupe aussi. Nécessairement, là, il y a comme une multitude là, d'éléments là, qui peuvent venir aider, voire soutenir là, les personnes là, qui ont vécu des traumas complexes. Il y a plusieurs options de ce que j'entends, puis finalement, c'est pas le même gant qui va faire à tout le monde, à savoir qu'une personne va avoir ses préférences, peut-être. Peut-être qu'un type de thérapie va bien répondre à ses besoins alors qu'un autre non, puis ça pourrait être différent pour quelqu'un d'autre. Donc, de là, le vaste choix finalement pour cheminer dans tout ça. Là. Oui, et puis tout l'aspect de l'unicité que tu parlais tout à l'heure aussi, là, au sens que chaque personne est unique, chaque personne a son histoire, chaque personne, on va l'aborder différemment et ça va fonctionner. Fait que c'est de dire aussi, là, souvent on va entendre beaucoup là, en psychologie là, que on magasine. Là, j'ai des gens qui vont me dire c'est difficile d'avoir un professionnel de la santé ces temps-ci, mais c'est de dire aussi là, que nécessairement certaines approches pourraient bien fonctionner comme d'autres pourraient être moins... moins approprié là, pour la personne. Fait que ça, c'est important aussi là, de pouvoir là, bien se documenter au regard de ça là, pour avoir un suivi qui permette vraiment de venir soutenir la personne dans son processus de guérison. Je comprends. Puis là, tu le nommes finalement par rapport aux professionnels de la santé. Il y a différentes portes d'entrée, par contre, de ce que je comprends pour avoir accès à des services. Là, on parle des adultes. Toi, tu œuvres justement dans un organisme qui est plus communautaire. As-tu quelques pistes à savoir, par où commencer? Là, j'aimerais faire du travail ou cheminer. C'est vraiment intéressant. Dès là, d'avoir un peu de documentation, ce qu'on fait aujourd'hui, essayer de voir un petit peu là, est-ce que ça fait sens pour moi. Faire attention aussi, se préserver à l'intérieur de ça, là, sans commencer à aller faire des recherches très poussées. Là, on veut pas. Faut en prendre puis en laisser. C'est ça, faut faire attention quand même. Mais de là, d'aller consulter là, nécessairement. Puis dans une consultation, c'est de voir graduellement si ça fait sens pour nous. Est-ce que c'est réellement ça qu'on a vécu? Est-ce que tel type d'approche me permet finalement juste d'aller travailler sur mon concept identitaire, puis finalement, ça n'a pas nécessairement de lien. En tout cas, je pense que c'est de voir un petit peu là, la portée. Parce que dans les faits, le trauma complexe, il n'y a pas de diagnostic pour ça encore. Là. On n'est pas dans un diagnostic. Puis comme je le disais, je pense qu'on en a parlé un petit peu avant,
dans la tranche 18-30 ans, on ne viendra plus parler nécessairement de trauma complexe, mais on veut parler des répercussions du trauma si on en a vécu pendant l'enfance ou dans l'adolescence, fait que les périodes de vulnérabilité. Mais nécessairement, ça peut savoir transposer dans d'autres types, là, comme on disait, de troubles, voire d'enjeux. Fait que de là, de questionner qu'est-ce qui fait en sorte que c'est souffrant pour moi, tel type d'éléments, parce que ça peut-être des enjeux relationnels, des enjeux identitaires, des enjeux émotionnels. Fait que je pense qu'on en a tous, hein, là. Faut aussi normaliser. Mais du moins, là, d'aller voir là, qu'est-ce qui fait plus de sens pour nous. Fait que j'ai goût de dire d'aller documenter, mais essayer d'aller voir les ressources là, qui sont disponibles. Puis comme je le disais, les ressources, il n'y a pas juste des psychologues à proprement dit. Là, c'est sûr qu'il faut faire attention. Là, il y a toute la différenciation de la psychothérapie, des psychologues. Nécessairement, on peut avoir un sexologue qui a son permis de psychothérapie qui pourra aller dans les traumas. Okay. Des fois, on peut être aussi dans des approches plus dans le ici-maintenant, sans nécessairement aller dans les traumas. Il y a tous ces éléments-là. Fait que de là, les thérapies, comme je disais, un peu plus alternatives, là, l'art thérapie, la musicothérapie, ça peut être des approches intéressantes qui, des fois, sont méconnues. En voulant une psy, puis c'est tout à fait louable. Mais nécessairement, il y a d'autres approches là, qui peuvent venir, j'ai goût de dire, aider, soutenir les personnes qui ont vécu des traumas complexes. Bien, j'aime ce que tu nommes parce que, comme tu dis, bon, il y a une variété de symptômes, d'effets, de conséquences. Après ça, c'est de voir peut-être laquelle a un plus grand impact sur ma vie. Je pense qu'on a pu parler de ça dans un épisode précédent, à savoir qu'à un moment donné, on a comme un si grand problème devant nous. Mais là, bon, quel morceau on prend, par où on commence, qu'est-ce qu'on souhaite aborder d'abord. Puis tu le nommes très bien, tu sais, finalement, c'est d'aller voir d'abord ça, mais ensuite, comment je veux l'aborder, avec qui, qu'est-ce qui correspond le mieux à mes besoins. Tout ça en bienveillance. Je retiens beaucoup tout ce que, quand tu parles de la pleine conscience, conscience, c'est d'accueillir, de se respecter, de pas se juger. Donc, tout cet aspect-là semble super important. Là. Oui, puis il y a une construction au regard de ça qui est sous-jacente dans ça. Une pédiatre chez nous, là, au centre de pédiatrie, elle parle beaucoup de ton ordinateur interne. Ton ordinateur interne, c'est construit à travers le temps. On est programmé. C'est des événements de vie, des éléments qui ont fait en sorte qui on est, puis c'est pas juste négatif. Fait que c'est de mettre ça aussi en contexte, de mettre un aspect de recul aussi au regard de ça, puis d'essayer d'aller voir, bon, tu sais, dans mon programme, là, c'est quoi, moi, souvent, je prends l'ordinateur, là, puis c'est quoi la pochette sur mon ordinateur, là, que je trouve qui est là, qu'il n'y a plus de place, là. Puis que là, je pense qu'il faudrait que je fasse du ménage, là, à ce niveau-là. Puis un ménage à mon rythme, à moi. Puis, là, ça, ce document-là, je pense que je vais le garder encore un petit peu. Mais celui-là, je pense que j'aimerais ça le supprimer. Puis il y a quelqu'un qui pourrait m'aider parce que je trouve ça difficile. Ouf, excellente analogie. Ça donne envie de se pencher sur nos différents dossiers. mais non, je pense qu'on retient bien finalement là, tous les propos. Comme quoi, oui, il y a moyen de se pencher. Tu l'as nommé, ça peut être douloureux, évidemment, mais c'est pour ça qu'il y a différentes ressources qui peuvent nous appuyer. Pour terminer, peut-être si on pense aux gens de l'entourage. Déjà, là, on est dans une posture un peu informative où est-ce qu'on espère que le plus grand nombre de gens peuvent un peu mieux comprendre ce qu'est le trauma complexe. Mais à part finalement cette bienveillance, cette écoute-là, as-tu peut-être un conseil ou deux pour nos auditeurs? Comment bien accueillir ou être une personne de confiance pour quelqu'un qui a pu vivre ce type d'événement-là? C'est vraiment intéressant, puis tu le nommes dans tes propos, dans ton discours, d'être dans la bienveillance, dans l'accueil, dans l'écoute, puis même aussi dans les limites. Si nécessairement c'est plus difficile pour moi de recevoir ça, je suis peut-être pas la bonne personne à qui le confier. Puis d'essayer de peut-être faire attention aussi à comment qu'on l'amène nécessairement, éviter d'être dans le jugement, d'être dans l'accueil le plus possible. Mais comme je dis, si on est inconfortable avec ça, de référer, de voir est-ce que tu penses que si on pourrait en parler à tel ami, je pense que lui, ce serait, tu pourrais être ouvert, tu peux lui faire confiance. Fait qu'y aller aussi dans ce mode-là, dans une mode vraiment un plus écoute que de solution. On est beaucoup. C'est bien, tu veux dire, on veut bien faire, mais des fois, d'être trop dans les stratégies, puis dans les solutions, dans les médias, des fois, la personne, surtout quand c'est la première fois qu'elle en parle, elle veut qu'on l'accueille, puis qu'on l'écoute. Fait que de tout cet appel-là, de recevoir ça dans le meilleur possible là, dans cet accueil-là, dans cette chaleur-là. Je pense que c'est un des conseils que je suivrais. Aussi, on est souvent dans le pourquoi, le qui, le quoi. Puis on mobilise beaucoup d'énergie à aller vers ça. Puis nécessairement, des fois, oui, il faut comprendre le pourquoi puis le qui. Ça, c'est tout à fait, je suis vraiment d'accord. Puis des fois, c'est vraiment aussi de regarder dans le comment. Comment que je peux reprendre ce contrôle-là sur mon expérience. Puis là, c'est là que nécessairement un aide plus professionnel peut nous accompagner en ce sens-là.
Mais comme je dis, nécessairement, il faut parfois savoir le pourquoi, puis le qui, puis le quoi, mais davantage de voir dans quelle mesure on peut venir mobiliser de l'énergie vers soi. De comment que mon expérience, je l'ai vécue, puis comment que je peux reprendre ce contrôle-là pour cheminer, voire avancer, ou voir d'autres avenues là, qui seraient plus confortables pour moi. Fait qu'il y a tous ces aspects-là. Fait que oui, l'apport de facteurs de protection, de la famille, les amis. Juste d'être là, hein? Ouais. Tout à fait. D'être là, d'être à l'écoute. C'est ça. Je pense qu'il y a un gros apport. Il n'y a pas de recette miracle, je pense. Ouais. Mais du moins, tu sais, je vous invite aussi là, à orienter les personnes à qui vous tenez là, vers des professionnels aussi. Là. C'est pas pour rien là, qu'ils sont présents. Fait que même si des fois c'est plus difficile dans l'accès. Mais c'est vrai qu'en amont, il y a un petit travail qui peut être fait, voire de soutien auprès là, de la famille puis des amis. Fait que dans l'écoute, la bienveillance, dans l'accueil, je pense que ça se résume bien là, à ce qu'on peut faire là, dans l'immédiat. Mais je pense que ça conclut bien un peu les propos d'aujourd'hui. Je vois à côté de toi, t'as tes livres. Il y a assurément plein de ressources pour s'informer davantage. On pourra rendre tout ça accessible à nos auditeurs, évidemment. Génial. Écoute, c'est ça. J'ai même ma co-directrice, là, Alexandra Matlandry, qui avait une infographie sur le trauma complexe, les répercussions sur les fonctions exécutives, et qu'on vient vulgariser. En effet, là, j'ai certains ouvrages là, qui me feraient plaisir de vous partager là, si les gens veulent davantage là, approfondir là, le tout. Ben, je pense que oui. En fait, c'est ça, on s'est un peu mis l'eau à la bouche concernant le trauma complexe. On a démêlé certaines choses, on a nuancé certaines choses également. Je te remercie pour ça, Elsa. Super enrichissant comme discussion. On en aurait pris tellement plus. Ben, écoutez, merci à vous. Ça me fait vraiment plaisir. Merci pour cette mission-là que vous vous donnez. Honnêtement, très inspirant. Puis que je pense qu'il va aider, voire soutenir beaucoup de gens. Fait que merci pour ça, les filles. On l'espère. Donc, à nos auditeurs, suivez-nous sur nos différentes plateformes pour être à l'affût des nouveaux épisodes du Balado Nuance. À bientôt! Cet épisode du Balado Nuance est propulsé par la Fondation Québec Philanthrope en collaboration avec le Comité québécois pour les jeunes en difficulté de comportement. La réalisation est rendue possible grâce à l'expertise des productions Upawa, notre génie des coulisses, qui vous offre une expérience auditive sans égale. Nous remercions chaleureusement nos précieux partenaires, sans qui ce projet n'aurait pu voir le jour.